bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez marquant de l'histoire du Maroc colonial, un sujet qui fait encore parler, le fameux Daïr berbère de 1930. On a regardé pas mal d'analyses historiques pour essayer d'y voir plus clair. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu le récit classique, celui qu'on a souvent appris, pour aller voir ce qui s'est réellement passé. C'était quoi le contexte? Pourquoi ce texte a tant fait réagir? Et bon, qu'est-ce que ça raconte sur le Maroc hier et aujourd'hui? Allez, on y va? Peut-être pour commencer, ce serait bien de rappeler cette version la plus connue, hein. Cette histoire qu'on entend partout sur le Daïr berbère, c'est quoi au juste? Oui, bonne idée. Commençons par ça. Alors, le récit dominant, celui qui a été, disons, martelé par le mouvement nationaliste, et puis repris ensuite, il dresse un portrait assez négatif. On parle d'un daïr, donc une loi promulguée le 16 mai 1930, signée par le sultan Mohamed V, qui était, il faut le rappeler, très jeune à l'époque. Et selon cette version, les intentions françaises derrière ce texte étaient terribles. Diviser le Maroc, séparer les Arabes et les Berbères, et même pire, l'idée c'était de soustraire les populations qu'on appelait berbères à l'autorité du sultan, et surtout à la loi islamique, la charia. On a même parlé de tentatives d'évangélisation parfois. Du coup, ce daïr est présenté comme le déclic, l'étincelle qui a vraiment lancé le mouvement nationaliste marocain moderne. Tout serait parti des protestations contre ce texte jugé inique, quoi. C'est exactement ça. L'histoire qu'on connaît, presque un mythe fondateur du Maroc contemporain. Le grand méchant Daïr qui voulait casser l'unité nationale. Voilà, alors justement, essayons de déconstruire un peu. Premier point, et il n'est pas anodin, le nom. Daïr berbère, c'est un surnom. Populaire, oui, mais apparu après coup. Ce n'était pas du tout le titre officiel. Ah bon? Et c'était quoi alors, le titre officiel? C'était beaucoup plus technique administratif, on va dire. Le titre, c'était « Daïr réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutumes berbères qui ne possèdent pas de tribunaux pour l'application du shria ». Rien que ça, déjà, ça change un peu la perspective, non? On sent le côté organisationnel. D'ailleurs, quand on dit aujourd'hui le Daïr dit berbère, c'est une façon de marquer une distance critique par rapport à ce surnom. Intéressant. Tribu qui ne possède pas de tribunaux pour l'application du Shira. Ça nous amène direct à la question, mais comment elle fonctionnait, la justice, au Maroc sous le protectorat? J'imagine que c'était pas un système unique et simple. Ah non, loin de là. C'était un vrai millefeuille juridique. Il faut imaginer plusieurs systèmes qui coexistaient, qui parfois se chevauchaient même. Alors il y avait d'abord la justice qu'on appelait du Magzen. Elle était rendue par le pacha dans les villes, par le caïd dans les campagnes. Ensuite, il y avait la justice religieuse, la Mahkama sheraïque. Elle a été mise en place progressivement entre 1914 et 1918 et elle s'occupait surtout du statut personnel, mariage, divorce, héritage, pour les musulmans et aussi de certaines affaires foncières, le non immatriculé. Et il y avait aussi, bien sûr, les tribunaux rabbiniques pour les citoyens de confession juive. Et puis, n'oublions pas, avec le protectorat, les tribunaux consulaires, Ah oui, les consulaires. qui jugeaient les étrangers et leurs protégés marocains. Ça a duré longtemps d'ailleurs, jusqu'en 1937 pour les Britanniques par exemple. Et enfin les tribunaux français pour les Européens et les affaires qui les concernaient. Oula, quel écheveau! Ça devait pas être simple de s'y retrouver. Et cette Mahkama, la justice de la charia, elle couvrait quel périmètre exactement? Son rôle était si central que ça? C'est un point très important ça. La Mahkama, elle était essentielle pour tout ce qui touche à la famille, à l'héritage, à certains aspects de la propriété, oui. Mais son champ d'action restait quand même assez limité. Pour une grande partie des autres litiges, le civil, le commercial, même une partie du pénal, eh bien c'était le pacha ou le caïd qui décidait. Et la question c'est, sur quelle base? Essentiellement sur la base du droit coutumier local, ce qu'on appelle l'urf ou l'alada. Il n'appliquait pas la charia au sens strict pour ces affaires-là. Souvent d'ailleurs, il n'avait même pas la formation de juriste religieux, de codi, pour le faire. D'accord. Donc en fait, les pachas et les caïds, ils utilisaient déjà la coutume locale. Mais alors, ce fameux daïr de 1930, qu'est-ce qu'il vient changer là-dedans, s'il ne crée pas la justice coutumière? Exactement. C'est là qu'est le nœud du problème, le grand malentendu. Le Daïr de 1930, il n'a pas inventé l'application du droit coutumier pour les populations dites berbères. Il n'a pas non plus supprimé la charia, là où elle s'appliquait, via la Mahkama. Ce qu'il fait,
c'est qu'il va officialiser et, disons, organiser l'application de ce droit coutumier qui, je le redis, était déjà la pratique hyper courante pour plein de litiges partout dans le pays, dans les zones tribales, où il n'y avait pas de mahkama clairement établi. En gros, le texte dit, bon, dans ces zones-là, pour les affaires qui ne sont ni du ressort de la mahkama, si elle n'existe pas loin, ni des tribunaux français, ce sont les jma, les assemblées de village traditionnelles, qui vont juger. Et elles jugeront selon leurs propres coutumes. Les jma, d'accord. Et le point vraiment crucial, celui qu'on oublie tout le temps. Ce droit coutumier, l'URF, ce n'était absolument pas une spécificité berbère que les Français auraient voulu isoler ou promouvoir contre le reste. L'URF était appliqué partout, y compris dans les plaines dites arabes, par les caïds eux-mêmes. Donc, le daïr n'a pas du tout instauré une séparation juridique sur une base ethnique. Cette image d'Épinal, les Arabes sous la charia contre les Berbères sous la coutume à cause du daïr, c'est une simplification vraiment abusive. C'est peut-être même ça le plus grand mythe autour de ce texte. La coutume, c'était la norme pour la plupart des conflits du quotidien, dès qu'on sortait du champ strict de la mahkama. C'est fou comme ça va à l'encontre de l'idée reçue. Donc, si je résume, ce daïr, c'était presque une mesure technique, une sorte de clarification administrative pour dire qui juge quoi, où et comment, en se basant sur des choses qui existaient déjà sur le terrain. C'est tout à fait ça. Il s'agissait de reconnaître et d'encadrer une réalité juridique qui était là bien avant 1930. D'ailleurs, le vrai changement, peut-être plus problématique, qui va se passer après 1930, c'est quand l'administration coloniale va commencer à vouloir nommer elle-même les juges coutumiers. Elle va retirer petit à petit ce pouvoir au djema'a tribal. Ça oui, c'était une vraie ingérence dans l'autonomie locale. Mais c'est autre chose. C'est pas le contenu du daïr de mai 1930 lui-même. D'accord, là je vois mieux le tableau juridique. Ouais. Mais alors, la question devient encore plus brûlante, Sam. Si ce daïr était, au fond, beaucoup moins radical, beaucoup moins clivant qu'on le raconte, pourquoi ? Pourquoi cette explosion politique ? Comment un texte, somme toute, assez administratif, a pu devenir ce symbole incendiaire ? Là, ça devient passionnant, non ? Ah oui, là on bascule dans la politique pure, dans la stratégie de mobilisation. Il faut voir que pour le mouvement nationaliste marocain, qui était en pleine phase de structuration à ce moment-là, ce daïr est arrivé comme une aubaine, presque. Il a été immédiatement interprété, ou plutôt il a été présenté comme une provocation française majeure. Un prétexte parfait pour mobiliser les gens contre le protectorat. Un prétexte en or, oui. Exactement. Les jeunes leaders nationalistes de l'époque ont sauté sur l'occasion. Ils ont lancé des accusations très, très fortes. Des accusations qui dépassaient largement ce qu'il y avait réellement dans les 8 articles du daïr. On a crié à la tentative d'évangélisation des Berbères, à la volonté de diviser le peuple, de séparer les frères arabes et berbères, de les arracher à l'islam, à l'autorité du sultan. Des accusations très graves, très efficaces pour toucher les gens, pour indigner. Il y a cette histoire qui circule racontée par des témoins de l'époque. Elle met en scène un certain Abdelkrim Hadji. Il était traducteur à la résidence générale française à Rabat et il était de Salé. Apparemment, il aurait eu vent du texte avant sa publication et l'aurait fait fuiter. De retour à Salé, en discutant avec ses amis militants, ils auraient réfléchi à comment on peut créer un choc, une vraie réaction. Et c'est là qu'intervient l'idée de la religion. Oui, l'idée aurait été de dramatiser au maximum, en affirmant ce qui n'était pas dans le texte, encore une fois, que les Français voulaient carrément christianiser les Berbères. C'était l'angle d'attaque le plus puissant. Toucher à la religion, c'est toujours le point sensible. C'est clair. Et c'est là qu'arrive un élément décisif, la prière du Latif. Selon ces récits, on aurait réussi à convaincre l'imam de la grande mosquée de Salé de faire réciter cette prière spéciale aux fidèles après la prière du vendredi. Or, le Latif, c'est une prière qu'on fait en cas de très grave calamité, une sécheresse terrible, une épidémie, une invasion de sauterelles. Ah oui, carrément. Utiliser cette prière pour un texte de loi, c'était envoyer un message extrêmement fort. Ça voulait dire, ce daïr, c'est une catastrophe, c'est comme un fléau qui s'abat sur nous. L'effet a été immédiat et puissant. La rumeur a enflé, l'indignation a monté en flèche, des manifestations ont éclaté, d'abord à Salé, puis ça s'est étendu à Fès, à d'autres villes. Et c'est dans cette agitation, dans cette effervescence, que des figures clés du nationalisme, Ahmed Bellafrege, Mohamed Hassan El Ouazani et d'autres, vont vraiment émerger publiquement. Donc, le daïr dit berbère, à travers cette mobilisation très bien orchestrée, devient le symbole fondateur, l'acte de naissance médiatisé du mouvement national marocain organisé. C'est incroyable, cette histoire.
comment un texte juridique a été complètement retourné, transformé en arme politique. Il faut reconnaître l'habileté tactique des nationalistes à ce moment-là. D'autant plus que, si je me souviens bien, c'était une des premières fois qu'il y avait une protestation aussi massive contre un daïr qui portait la signature du sultan. Il y avait eu d'autres textes avant, peut-être plus directement préjudiciables pour les Marocains, qui n'avaient pas soulevé une telle vague, non. C'est tout à fait exact. De nombreux daïrs, notamment ceux qui favorisaient la colonisation agricole, l'installation des colons, avaient été promulgués avant ça sans provoquer une réaction populaire aussi forte et aussi organisée. Le fait de cibler celui-ci, en jouant sur l'accord très sensible de l'unité nationale et de l'identité religieuse, ça a été un coup stratégique majeur pour le mouvement nationaliste naissant. Ça leur a donné une cause mobilisatrice et un élan considérable. Bon, on a bien vu comment ce daïr a été instrumentalisé dans les années 30, comment il est devenu ce symbole. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas en 1930 ou même à l'indépendance. Quelles ont été les conséquences de tout ça sur le long terme? Une fois le Maroc indépendant, qu'est-ce qu'on a fait de cette histoire? Et c'est là, effectivement, que l'héritage de cette affaire devient, disons, plus complexe, voire problématique. Parce que après l'indépendance, en 1956, ce récit héroïque de la nation unie se levant contre le daïr diviseur, eh bien, il a été largement maintenu, il a même été consacré, on l'a enseigné dans les écoles, on l'a commémoré officiellement chaque année, je crois, jusque vers 2001, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que cette version un peu trop simple, un peu manichéenne, elle a continué d'imprégner les esprits. Et elle a eu des effets assez pervers finalement. Le daïr berbère est devenu une sorte de preuve historique qu'on sortait pour justifier une certaine méfiance, parfois même une hostilité vis-à-vis de tout ce qui pouvait concerner l'identité ou la culture amazique. Ah oui? Comment ça? Le raisonnement sous-jacent, c'était un peu attention, mettre en avant la spécificité berbère, c'est dangereux. C'est une vieille ruse coloniale pour nous diviser. Il ne faut pas rejouer ce jeu-là. Donc, toute démarche de reconnaissance ou de promotion de la mazigité pouvait être vue comme suspecte, comme allant contre l'unité nationale. Exactement. C'était facile de la balayer d'un revers de main en disant Oh, mais ça, c'est une invention coloniale » ou « c'est une survivance de cette fameuse politique berbère de division » ou alors, au mieux, on la réduisait à du folklore, sympa mais sans réelle importance politique ou identitaire. Et ça a eu pour conséquence de masquer une réalité plus nuancée. Le pouvoir colonial, il n'a pas eu une politique, mais des politiques différentes selon les groupes et les moments. Il y a eu une politique arabe, une politique musulmane, mais toute l'attention s'est focalisée de manière un peu obsessionnelle sur cette politique berbère qui était comme cristallisée par le mythe du daïr de 1930. Et au final, que ce soit voulu ou non, le fait de perpétuer ce récit a contribué à renforcer une vision de l'identité marocaine qui était surtout, voire exclusivement, axée sur l'arabité et l'islam. Ça s'est fait un peu au détriment de la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique comme étant une richesse, une composante intrinsèque et légitime du Maroc. On peut aussi penser que les parcours éducatifs différents sous le protectorat, les écoles franco-arabes, franco-musulmanes et les quelques écoles dites franco-berbères ont pu, après l'indépendance, jouer un rôle dans la persistance de ces visions un peu cloisonnées. Tout ça nous amène vraiment à questionner ce clivage même, arabe contre berbère, tel qu'il a été utilisé dans cette affaire. Est-ce que cette opposition était si fondamentale, si tranchée, avant que la politique coloniale et l'affaire du daïr ne viennent la mettre autant en avant, la surexposer? C'est la question clé, oui. Et l'analyse historique tente à montrer que cette opposition binaire a été très largement simplifiée et durcie par le contexte colonial et ses suites. Il y a plusieurs indices qui vont dans ce sens. D'abord, on l'a dit, le droit coutumier, qu'on l'appelle Urf, Ada ou Azref, Kanoun selon les endroits. Ce n'était pas du tout une exclusivité berbère. C'était un droit pragmatique, très concret, adapté aux réalités locales, l'agriculture, l'élevage, la gestion de l'eau, etc. Et il était appliqué partout, sur tout le territoire, pour régler des tas de conflits du quotidien. C'était un droit vivant, un droit positif local, pas une marque ethnique. D'ailleurs, même les juges religieux, les cadis, quand ils appliquaient la charia dans leur domaine de compétence, ils tenaient compte des coutumes locales, ce qu'on appelle l'amal, et ils cherchaient toujours des solutions équitables adaptées au contexte. Oui, cette notion d'amal est importante. Et les amendes, le bannissement temporaire ou la compensation financière, la fameuse diya, en cas d'homicide pour éviter les cycles de vengeance et préserver la cohésion du groupe. On évitait les châtiments corporels qui auraient pu handicaper quelqu'un et affaiblir la communauté.
C'est vrai que le mot coutume en français, il a parfois une connotation un peu archaïque ou moins noble que la loi écrite. Oui, mais c'est une vision un peu biaisée. La coutume, ça désigne juste un droit qui n'est pas forcément écrit dans un grand code, mais qui est vivant, transmis et appliqué par la communauté. Le common law anglais, par exemple, il est basé en grande partie sur la coutume et la jurisprudence. Ce n'est pas pour ça qu'il est moins légitime ou moins efficace qu'un droit codifié comme le nôtre. Ensuite, il y a la question de la langue. Des linguistes aujourd'hui décrivent la darija, l'arabe marocain que parle la majorité des gens, comme ayant une structure, une grammaire, une syntaxe qui sont en fait largement amazighes. Sur cette structure se sont greffés énormément de mots venus de l'arabe, mais aussi de l'espagnol, du français. Donc l'idée d'une opposition radicale entre un arabe dialectal d'un côté et un berbère de l'autre, ça serait une construction intellectuelle, en partie coloniale d'ailleurs. Au Maroc d'avant la colonisation, la distinction sociale la plus forte, c'était peut-être pas tant entre arabes et berbères qu'entre les lettrés, la rassa, qui maîtrisait l'arabe classique, l'écrit, la théologie, et puis le reste de la population, la amma, qui parlait les langues du quotidien, darija ou tamazite, et vivait dans une culture largement orale. Et puis enfin, si on regarde les pratiques culturelles vraiment profondes, la cuisine, le couscous par exemple, les vêtements, le burnous, la djellaba, les fêtes, les rites familiaux, même les croyances populaires, on trouve un fond commun, extrêmement important à travers tout le Maroc. L'identité marocaine, elle ressemble beaucoup plus à un melting pot qui s'est façonné sur des siècles d'échanges de brassage, avec bien sûr des variations régionales entre montagnes et plaines, villes et campagnes, côtes et intérieurs qui sont souvent plus déterminantes que des lignes ethnolinguistiques rigides. Donc si on essaie de synthétiser un peu toute cette exploration, le daïr berbère tel qu'on le raconte souvent, c'est en grande partie une construction, un mythe. Le texte de 1930, lui, c'était avant tout une mesure administrative, technique, qui venait formaliser des pratiques juridiques coutumières qui existaient déjà partout. Loin, très loin de l'image d'une loi diabolique pour diviser ou déraciner. Son importance historique, elle vient surtout de la façon dont il a été récupéré, instrumentalisé par les nationalistes. C'était un catalyseur formidable pour eux, un levier de mobilisation hyper efficace contre le colonisateur. Une stratégie qui a fonctionné sur le moment, c'est indéniable, mais la persistance de ce récit simplifié après l'indépendance, elle, a eu des effets plus négatifs en contribuant à masquer la pluralité de l'identité marocaine et à freiner la pleine reconnaissance de sa composante amazière. C'est exactement ça, oui. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un événement, un texte, peut être chargé de sens qui dépasse complètement sa réalité première. La façon dont ce daïr a été lu, interprété, utilisé, transformé en symbole. Ça nous montre bien la puissance des récits dans la construction d'une nation, d'une mémoire collective. Et continuer à s'en tenir à cette version polarisée et simpliste de 1930, c'est un peu se priver de comprendre toute la complexité, mais aussi toute la richesse de l'histoire marocaine. Une histoire qui est fondamentalement faite de métissage, d'échanges, de diversité. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour chacun. Quand on voit comment un texte juridique, somme toute assez aride, a pu devenir ce symbole si fort, capable de soulever les passions, de nourrir des polémiques pendant presque un siècle, qu'est-ce que ça nous dit sur la force incroyable des récits? Et comment est-ce que ça peut nous inviter, nous tous, à porter un regard peut-être plus critique sur les grandes histoires, les grands récits historiques qu'on nous présente parfois comme évidents et à nous intéresser sur l'influence qu'ils ont encore sur notre façon de nous voir, de nous penser collectivement aujourd'hui.